Loi 6. Attirer l'attention à tout prix. Principe. Les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. 1. Associez votre nom à la sensation et au scandale. Distinguez-vous en vous créant une image inoubliable, voire controversée. Faites scandale. Démarquez-vous. Brillez plus que ceux qui vous entourent. Ne vous souciez pas de la qualité de l'attention que vous suscitez. C'est la notoriété, quelle qu'elle soit, qui vous donnera le pouvoir. Mieux vaut être calomnié qu'ignoré. Respect de la loi. P.T. Barnum, numéro 1 du show business américain au XIXe siècle, commença sa carrière en qualité d'assistant d'un propriétaire de cirque, Aaron Turner. En 1836, le cirque fit halte à Annapolis, dans le Maryland, pour une série de représentations. Le matin du premier jour, Barnum alla faire un tour en ville, tout de noir vêtu. Des gens se mirent à le suivre. Quelqu'un le prit pour le célèbre révérend Ephraim K. Avery, jugé pour meurtre et acquitté, alors que la plupart des Américains le croyaient coupable. L'homme se mit à crier. La foule voulut lyncher Barnum. À force de supplications, celui-ci finit par convaincre la populace de le suivre au cirque, où il pourrait prouver son identité. Une fois sur place, le vieux Turner confirma que c'était une blague. Il avait lui-même fait courir la rumeur que Barnum était Avery. La foule se dispersa. Barnum, lui, qui avait failli y laisser la peau, riait jaune. Il voulut savoir ce qui avait poussé son patron à lancer ce canular. « Mon cher Barnum, » répliqua Turner, « c'est pour notre bien. Souvenez-vous, tout ce dont nous avons besoin pour réussir, c'est de notoriété. » Et en effet, tout le monde en ville parla de l'affaire, et le cirque fit salle comble tous les soirs. Barnum avait appris là une leçon qu'il ne devait jamais oublier. La première grande entreprise de Barnum fut l'American Museum, collection de curiosités située à New York. Un jour, un mendiant s'approcha de Barnum dans la rue. Au lieu de lui donner de l'argent, Barnum décida de le recruter. Il le ramena au musée et lui mit dans les mains 5 briques avec des indications précises. L'homme devrait parcourir lentement un circuit autour de plusieurs pâtés de maisons. À certains endroits, il déposerait une brique sur le trottoir, en prenant soin de toujours en garder une à la main. Au retour, il remplacerait une à une les briques laissées dans la rue par celles qu'il avait gardées. Pendant tout le parcours, il devait rester imperturbable et ne répondre à aucune question. Revenu au musée, il en ferait le tour complet, puis sortirait du bâtiment par l'arrière pour recommencer son circuit. Dès la première sortie de l'homme dans le quartier, plusieurs centaines de personnes prêtèrent attention à ses manigances. À son 4e circuit, les spectateurs étaient agglutinés autour de lui, débattant de ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il entrait dans le musée, une foule lui emboîtait le pas, achetant des billets pour continuer à l'observer. Distraits de leur curiosité par les collections exposées, beaucoup restaient. À la fin de la première journée, l'homme aux briques avait drainé plus d'1 millier de visiteurs. Quelques jours plus tard, la police lui ordonna de cesser son manège, car la foule paralysait la circulation. Quand l'homme s'arrêta, des milliers de New-Yorkais avaient visité le musée, et nombre d'entre eux étaient devenus des fans de Barnum. Barnum plaça un orchestre sur un balcon surplombant la rue avec une immense bannière. « Concert public gratuit ». Quelle générosité, pensèrent les New-Yorkais qui s'y précipitèrent. Mais Barnum avait pris soin d'engager des musiciens exécrables, et très vite, l'audience se ruait au guichet et achetait des tickets d'entrée au musée pour échapper à la cacophonie de l'orchestre.
couverte par les huées de la foule. Une des premières attractions que Barnum emmena en tournée à travers le pays fut Joyce Heth, une vieille femme prétendument âgée de 161 ans, présentée comme ex-esclave et nourrice de George Washington. Au bout de plusieurs mois, les gens se lassèrent. Barnum envoya alors une lettre anonyme aux journaux dénonçant une prodigieuse imposture. Joyce Heth, écrivait-il, n'est pas un être humain, mais un automate fait de fanons de baleine, de caoutchouc et de milliers de ressorts. Ceux qui avaient boudé le spectacle s'y précipitèrent aussitôt pour examiner de près le phénomène, et ceux qui l'avaient déjà vu payèrent pour le revoir afin de vérifier la rumeur. En 1842, Barnum acheta le squelette d'une prétendue sirène. La créature ressemblait à un singe prolongé par un corps de poisson, mais la tête et le corps étaient parfaitement assemblés. Un chef-d'œuvre de taxidermie. Après quelques recherches, Barnum découvrit qu'elle avait été habilement fabriquée au Japon, où d'ailleurs le canular avait fait du bruit. Il envoya néanmoins aux journaux de tout le pays des articles proclamant la capture d'une sirène dans les îles Fidji, illustrés de lithographies représentant des sirènes. L'exposition de ce spécimen dans son musée fut le point de départ d'une polémique dans tout le pays quant à l'existence de ces créatures mythiques. Quelques mois avant la campagne de Barnum, personne n'en avait jamais entendu parler. Maintenant, des tas de gens y croyaient. Ils vinrent en foule voir la sirène des Fidji et se pressèrent aux conférences. Quelques années plus tard, Barnum fit une tournée en Europe avec le général Tom Pouce, un nain du Connecticut âgé de 5 ans, que Barnum prétendait être un petit Anglais de 11 ans et à qui il avait appris quelques tours spectaculaires. Cette tournée fit tellement de bruit que la sévère reine Victoria elle-même convoqua Barnum et son talentueux prodige pour une audience privée à Buckingham Palace. La presse anglaise pouvait bien ridiculiser Barnum, il avait diverti la reine Victoria elle-même et gagné son estime, qui lui resta. Interprétation. Barnum avait compris une vérité fondamentale. Lorsque les gens ont les yeux fixés sur vous, vous êtes investi d'une légitimité spéciale. Pour Barnum, susciter l'intérêt équivalait à attirer les foules. Et toute foule, comme il l'écrivit plus tard, est doublée d'argent. Or, la foule est un phénomène de masse. Si une personne s'arrête pour regarder un clochard déposer ses briques dans la rue, d'autres l'imiteront, tels des moutons de Panurge. Un petit coup de pouce, et vous les ferez entrer dans votre musée ou assister à vos spectacles. Pour créer un attroupement, il faut de l'insolite. N'importe quelle curiosité fera l'affaire, car les foules sont attirées vers l'inhabituel et l'inexplicable comme par un aimant. Ensuite, une fois leur attention acquise, ne la laissez pas échapper. Si elle se détourne vers quelqu'un d'autre, cela sera à vos dépens. Barnum le savait, qui volait impitoyablement la vedette à ses rivaux. Au début de votre ascension vers le sommet, mettez toute votre énergie à monopoliser l'attention. Laquelle ? Peu importe. Barnum ne se soucia jamais des méchantes critiques, des attaques calomnieuses que lui valaient ses canulars. Il s'en félicitait. Lorsqu'un journaliste se montrait particulièrement virulent, il l'invitait à une première et le plaçait au premier rang. Il écrivait même des attaques anonymes sur son propre travail, juste pour figurer dans les colonnes des journaux. Pour lui, l'attention, négative ou positive, était l'ingrédient essentiel du succès. Le pire malheur qui puisse arriver à un homme qui recherche la renommée, la gloire et bien sûr le pouvoir est de passer inaperçu. Mais dans les joustes, les courses de bagues, les carousels et les autres spectacles, il s'efforcera d'y paroître d'une manière très leste et de contenter les yeux des spectateurs par tout ce qu'il croira pouvoir relever sa bonne mine. Surtout, il sera monté à l'avantage et s'armera de même. Il aura un habillement riche et curieux et des devises ingénieuses. Baldassare Castiglione, 1478-1529, le parfait courtisan et la dame de cour.
Les clés du pouvoir. Briller plus intensément que ceux qui vous entourent n'est pas un talent inné. Vous devez apprendre à attirer l'attention aussi sûrement que l'aimant attire le fer. Au début de votre carrière, associez votre nom et votre réputation à une caractéristique, une image qui soit votre signature. Cette image peut être un style vestimentaire, une bizarrerie de la personnalité qui amuse et qui fait parler. Une fois l'image établie, vous avez une apparence. Une place dans le ciel est assurée pour votre étoile. C'est une erreur assez commune de croire que cette apparence singulière ne doit pas être controversée, que le fait d'être attaqué est néfaste. Rien n'est plus loin de la vérité. Pour éviter d'être un feu de paille et de voir votre notoriété éclipsée par celle d'un autre, ne faites pas le difficile. Quel que soit le motif de votre célébrité, celle-ci jouera en votre faveur. Barnum, nous l'avons vu, n'avait rien contre les attaques personnelles et ne ressentait pas le besoin de s'en défendre. Il cultivait délibérément son image de charlatan. Il ne manquait pas à la cour du roi Louis XIV d'écrivains et d'artistes de talent, de grande beauté, d'hommes et de femmes d'une vertu irréprochable. Pourtant, personne ne fit autant parler de lui que le singulier duc de Lauzun. Le duc était petit, presque nain, et enclin à toutes sortes d'insolences. Il couchait avec la maîtresse du roi et insultait ouvertement non seulement les autres courtisans, mais aussi le souverain lui-même. Louis XIV était cependant tellement séduit par les excentricités du duc qu'il ne pouvait supporter ses absences de la cour. C'est simple, l'étrange personnalité du duc attirait l'attention. Une fois captivé, on ne pouvait plus se passer de lui. La société a grand besoin de personnalités flamboyantes, d'individus qui tranchent sur la médiocrité générale. Ne soyez donc pas effrayés des qualités qui vous distinguent et qui attirent l'attention sur vous. Cultivez la controverse, et même le scandale. Mieux vaut être attaqué, voire calomnié, qu'ignoré. Toutes les professions sont régies par cette loi, et tous les professionnels doivent avoir un peu le sens du spectacle. Ainsi, Thomas Edison savait que pour récolter de l'argent, il lui fallait à tout prix rester sous les feux de la rampe. La façon qu'il avait de présenter ses inventions au public et de les mettre en scène était presque aussi importante que les découvertes elles-mêmes. Edison élaborait des expériences visuellement éblouissantes pour illustrer ses découvertes sur l'électricité. Il évoquait des inventions futures qui semblaient fantastiques à l'époque, tels les robots et les machines à photographier la pensée. Il n'avait aucune intention d'y consacrer son énergie, mais cela faisait parler de lui. Il faisait tout son possible pour être plus remarqué que son grand rival Nikola Tesla, en réalité plus brillant que lui, mais moins connu. En 1915, le bruit courut qu'Edison et Tesla allaient recevoir conjointement le prix Nobel de physique. Le prix fut finalement attribué à deux physiciens britanniques. Plus tard seulement, on découvrit que le comité Nobel avait contacté Edison, mais que celui-ci avait refusé de partager le prix avec Tesla. À cette époque, sa renommée était plus grande que celle de Tesla, et il préféra refuser cet honneur plutôt que de permettre à son rival d'en tirer avantage. Si vous vous trouvez désespérément dans l'ombre, attaquez la personnalité la plus en vue, la plus célèbre, la plus puissante que vous puissiez trouver. C'est un stratagème très efficace pour vous faire remarquer. Quand Pietro Aretino, dit l'Arétin, jeune ambitieux du début du XVIe siècle, voulut se faire une réputation de poète, il publia une satire en vers ridiculisant le pape et son affection pour un éléphant apprivoisé. Tous les yeux se tournèrent immédiatement vers l'auteur de ce scandale, ce qui donna le coup d'envoi à sa carrière littéraire. Toute charge calomnieuse contre une personne connue aura un effet similaire. Souvenez-vous cependant d'utiliser de telles tactiques avec mesure lorsque vous êtes vous-même sous les feux de la rampe. L'action se révèle parfois risquée. Une fois connue, à vous de constamment renouveler l'attention en adaptant et en variant votre méthode, faute de quoi le public se lassera, se désintéressera de vous et se tournera vers une nouvelle étoile. Le jeu exige une vigilance constante et une grande créativité. Pablo Picasso ne se laissait jamais disparaître du paysage.
Si son nom s'attachait trop à un style particulier, il bouleversait la donne avec une série d'œuvres révolutionnaires qui prenaient tout le monde au dépourvu. Mieux vaut créer quelque chose de laid et de dérangeant, croyait-il, que de flatter les spectateurs avec des œuvres connues d'avance. À retenir. Les gens se sentent supérieurs à quelqu'un dont les actes sont prévisibles. Si vous montrez clairement qui a la situation en main en créant la surprise, vous gagnerez le respect et resserrerez votre emprise sur leur volage attention. Image, les feux de la rampe. L'acteur qui s'avance sous cette brillante lumière brûle les planches. Tous les regards sont sur lui. Il n'y a de place que pour un seul acteur sous les 3 faisceaux lumineux. Faites en sorte que ce soit vous. Osez des gestes si larges, amusants et scandaleux que la lumière s'y attarde, laissant les autres dans l'ombre. Autorité, faire et faire paraître. Les choses ne passent point pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles paraissent être. Savoir-faire et le savoir montrer, c'est double savoir. Ce qui ne se voit point est comme s'il n'était point. La raison même perd son autorité lors qu'elle ne paraît pas telle. Le bon extérieur est la meilleure recommandation de la perfection intérieure. Balthasar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. 2. Auréolez-vous de mystère. Dans un monde de plus en plus banal et familier, des dehors énigmatiques attirent instantanément l'attention. Ne décrivez jamais clairement vos occupations présentes ni futures. Ne dévoilez pas toutes vos cartes. Un monde de mystère intensifie votre présence. Il crée aussi un désir. Tout le monde aura les yeux fixés sur vous dans l'attente de ce qui va se passer. Jouez sur le mystère pour attirer, séduire et même effrayer. Respect de la loi. Au début de l'année 1905, la rumeur courut dans Paris que dans une demeure privée, dansait une jeune orientale enveloppée de voile qu'elle enlevait un à un. Une femme est venue de l'Extrême-Orient en Europe, chargée de parfums et de joyaux, pour faire connaître un peu de la magnificence orientale à la société repue des villes européennes, écrivit un journaliste qui avait assisté à l'un de ces spectacles. Le nom de la danseuse fut bientôt sur toutes les lèvres, Mata Hari. Cet hiver-là, quelques happy few prirent l'habitude de se réunir dans un salon peuplé de statues et autres antiquités orientales, tandis qu'un orchestre jouait une musique inspirée de mélodies indiennes et javanaises. Après avoir fait languir son auditoire, Mata Hari apparaissait soudain dans un costume éblouissant. Elle portait un soutien-gorge de coton blanc couvert de bijoux indiens. À la taille, une ceinture ornée de pierreries retenait un sarong qui dévoilait plus qu'il ne cachait. À ses bras cliquetaient des rangées de bracelets. Puis Mata Hari dansait, dans un style que personne n'avait encore jamais vu en France, ondoyant de tout son corps comme si elle était en transe. Ces chorégraphies, racontait-elle ensuite à son auditoire émoustillé et curieux, traduisaient des histoires tirées de la mythologie indienne et du folklore javanais. Bientôt, l'élite parisienne et les ambassadeurs étrangers se disputèrent les invitations à ce salon où, en réalité, disait-on, Mata Hari exécutait nue des danses sacrées. Le public voulut en savoir plus. Elle raconta aux journalistes qu'elle était d'origine hollandaise, mais avait grandi sur l'île de Java. Elle parlait aussi d'années passées en Inde, ce pays dont les femmes sont des virtuoses de tir et d'équitation, connaissent les logarithmes et la philosophie, où elle avait été initiée aux danses hindoues. L'été 1905, bien que peu de Parisiens aient eu le privilège de voir Mata Hari danser, on ne parlait que d'elle. Au fur et à mesure de ses interviews, le récit de ses origines ne cessait de changer. Elle avait grandi en Inde, sa grand-mère était la fille d'une princesse javanaise, elle avait vécu sur l'île de Sumatra, où elle passait son temps à cheval, risquant sa vie, le fusil à la main. Personne ne la connaissait vraiment,
mais les journalistes se souciaient peu des métamorphoses de sa biographie. Ils la comparaient à une déesse indienne, à une créature échappée des pages de Baudelaire. Tout ce que leur imagination voulait voir dans cette femme mystérieuse venue d'Orient. En août 1905, Mata Hari annonça qu'elle allait se produire pour la première fois en public. Le soir de la première, ce fut l'émeute. Elle était devenue une idole, suscitait des imitatrices. Un critique écrivit « Mata Hari personnifie toute la poésie de l'Inde, son mysticisme, sa volupté, son charme hypnotique. » Un autre nota « Si l'Inde possède de tels trésors insoupçonnés, alors tous les Français vont émigrer sur les rives du Gange. » Bientôt, la renommée de Mata Hari et de ses danses sacrées se répandit au-delà de Paris. Elle fut invitée à Berlin, Vienne, Milan. Les années suivantes, elle se produisit à travers toute l'Europe, se mêla aux cercles les plus huppés et gagna assez d'argent pour bénéficier d'une indépendance dont bien peu de femmes jouissaient à l'époque. Puis, vers la fin de la Première Guerre mondiale, elle fut arrêtée en France, jugée, condamnée et finalement exécutée comme espionne allemande. Ce fut son procès qui révéla la vérité. Mata Hari n'était pas originaire de Java ou de l'Inde. Elle n'avait pas grandi en Orient et n'avait pas une seule goutte de sang oriental. Son vrai nom était Margaretha Zelle, et elle était originaire d'une austère province du nord des Pays-Bas, la Frise. Interprétation. Quand Margaretha Zelle arriva à Paris en 1904, avec 50 centimes en poche, elle n'était guère qu'une jolie fille parmi tant d'autres qui affluaient alors à Paris, travaillant comme modèle d'artiste ou danseuse dans des boîtes de nuit ou aux Folies Bergères. Après quelques années, elles étaient inévitablement remplacées par des filles plus jeunes et finissaient souvent sur le trottoir, ou parfois, vieilles et assagies, retournaient dans leur ville natale. Margaretha Zelle avait de plus hautes ambitions. Elle n'avait aucune expérience de la danse et ne s'était jamais produite sur scène. Mais elle avait jadis voyagé avec son mari, officier de la marine néerlandaise, et observé des danses indigènes à Java et Sumatra. Margaretha Zelle avait clairement compris que ce qui importait le plus, ce n'était ni son talent de danseuse, ni même son joli minois ou sa silhouette gracieuse, mais sa personnalité énigmatique. Le mystère qu'elle avait créé ne résidait pas seulement dans sa danse, ses costumes ou les histoires qu'elle racontait, ni même dans ses innombrables mensonges sur ses origines. Il était dans l'atmosphère dont elle enveloppait chacun de ses actes. On ne pouvait être sûr de rien à son propos. Elle changeait constamment, surprenant toujours son auditoire par de nouveaux costumes, de nouvelles danses, de nouveaux contes. Sa part de mystère gardait le public en haleine, tendu dans une perpétuelle expectative. Mata Hari n'était pas plus belle que d'autres. Ce n'était pas non plus une danseuse hors pair. Ce qui la distinguait, ce qui fascinait son public et la rendit célèbre et riche, c'était son mystère. Les gens sont séduits par le mystère. Ils ne s'en lassent jamais parce qu'il suscite des interprétations toujours renouvelées. Le mystère échappe. Et ce qui ne peut être ni saisi ni consommé crée le pouvoir. Les clés du pouvoir. Le monde de jadis était peuplé de phénomènes terrifiants et inconnaissables. Maladies, catastrophes, tyrans capricieux, le mystère de la mort elle-même. Et l'homme travestit en mythe et en esprit ce qui ne lui est pas intelligible. Au cours des siècles, cependant, nous avons réussi, par la science et la raison, à illuminer les ténèbres. Ce qui était mystérieux et menaçant est peu à peu devenu familier, rassurant. Pourtant, cette lumière a un prix. Dans un monde plus banal que jamais, purgé de son mystère et de ses mythes, nous recherchons secrètement l'énigme, personnes ou choses que l'on ne peut comprendre instantanément, saisir, consommer. Tel est le pouvoir du mystère. Il invite aux élucidations multiples, suscite le fantasme, incite à croire qu'il recèle du merveilleux. Le monde est devenu si familier et ses habitants si prévisibles
que ce qui est entouré de mystère attire à coup sûr les feux de la rampe et le regard. N'imaginez pas que cela nécessite d'être grand et terrifiant. C'est dans votre comportement de tous les jours que le mystère se tisse, et ce qui est subtil a davantage le pouvoir de fasciner. Souvenez-vous, la plupart des gens sont francs. On peut lire en eux comme un livre ouvert. Ils se soucient peu de maîtriser leurs propos ou leur image et sont désespérément prévisibles. Il suffit d'un peu de retenue, d'un silence étudié, de quelques phrases énigmatiques, d'une conduite délibérément incohérente et étrange avec finesse, pour créer autour de soi une aura de mystère que les gens amplifieront à loisir en cherchant constamment à l'interpréter. Les artistes, comme les usurpateurs, comprennent le lien essentiel qui existe entre le fait de se montrer mystérieux et celui d'attirer l'intérêt. Le comte Victor Lustig, escroc aux façons aristocratiques, joua ce jeu à la perfection. Il avait des comportements singuliers qui ne semblaient pas avoir de sens. Il se montrait dans les meilleurs hôtels, débarquant d'une limousine conduite par un chauffeur japonais. Personne n'avait jamais vu de chauffeur japonais, c'était exotique et surprenant. Lustig portait des vêtements de luxe, mais toujours avec un accessoire. Médailles, fleurs, rubans, déplacés, du moins au regard des conventions. Dans les hôtels, son chauffeur japonais lui apportait à toute heure des télégrammes qu'il déchirait avec nonchalance. En fait, c'étaient des faux, dénués de texte. Il s'asseyait seul à la salle à manger, souriant mais distant, et se plongeait dans quelque impressionnant gros livre. Au bout de quelques jours, bien sûr, l'hôtel tout entier frémissait de curiosité pour ce personnage insolite. Toute cette attention permettait à Lustig de duper aisément les naïfs, qui le recherchaient pour son assurance et sa compagnie. Chacun voulait être vu avec le mystérieux aristocrate, et en présence de cette distrayante énigme, il ne remarquait même pas qu'il était en train de les escroquer. Une aura de mystère fait paraître le médiocre brillant et profond. Mata Hari, par exemple, d'allure et d'intelligence moyenne, passait pour une déesse, et sa danse pour une transe d'inspiration divine. Dans le cas d'un artiste, un air de mystère rend immédiatement son œuvre plus originale, une astuce dont Marcel Duchamp savait magistralement tirer parti. C'est en réalité très simple. Parlez un minimum de votre travail, attirer et agacer à la fois par des commentaires séduisants, voire contradictoires. Puis contentez-vous de regarder les autres se creuser la tête. Les personnages énigmatiques mettent dans une position d'infériorité ceux qui s'acharnent à vouloir les cerner. Jusqu'à un certain point qu'ils savent maîtriser, ils suscitent aussi la crainte qu'inspirent les phénomènes inconnus ou incertains. Tous les grands dirigeants savent qu'une aura de mystère attire l'attention sur eux et leur confère une présence intimidante. Mao Tse-tung, par exemple, cultiva fort intelligemment une image énigmatique. Il ne se souciait pas de paraître incohérent ou en désaccord avec lui-même, car cette contradiction entre ses paroles et ses actes lui assurait justement d'avoir toujours le dessus. Personne, pas même sa propre femme, n'avait jamais l'impression de le comprendre. Et par conséquent, il apparaissait plus grand qu'il ne l'était réellement. Cela signifie aussi que le peuple lui accordait une attention constante, brûlant d'être témoin de sa prochaine action. Si votre position sociale vous empêche d'entourer toutes vos actions de mystère, apprenez au minimum à être moins limpide. Agissez dorénavant de manière à ne pas cadrer avec la perception que les autres ont de vous. Vous les maintiendrez ainsi sur la défensive, cette sorte d'attention qui entretient la puissance de ce que l'on craint. Utilisé habilement, un comportement énigmatique peut aussi susciter le type d'attention qui sème la terreur chez un ennemi. Pendant la Seconde Guerre punique, 219-202 avant Jésus-Christ, le grand général carthaginois Hannibal causa des ravages en marchant sur Rome. Hannibal était connu pour son intelligence et sa duplicité. Sous son commandement, grâce à d'habiles manœuvres, l'armée de Carthage, pourtant bien inférieure aux forces romaines, avait constamment dominé. Un jour, pourtant,
les éclaireurs d'Hannibal commirent une faute énorme. Ils conduisirent les troupes sur un terrain marécageux, acculé à la mer. L'armée romaine bloqua le col menant à l'intérieur des terres, et son général, Fabius, était ravi. Hannibal était enfin pris au piège. Il posta ses meilleurs sentinelles à l'entrée du défilé et se mit à échafauder un plan pour détruire les forces adverses. Mais au milieu de la nuit, les veilleurs aperçurent en contrebas un spectacle incompréhensible. Une impressionnante procession de lumière gravissait la montagne. Des milliers et des milliers de lumières. C'était l'armée d'Hannibal. Elle avait brusquement centuplé. Les sentinelles discutèrent fiévreusement de ce que cela pouvait signifier. Des renforts arrivés par mer? Un contingent de réserve dissimulé jusque-là dans les marais? Des fantômes? Aucune explication ne tenait debout. Tandis qu'ils observaient cet étrange phénomène, les feux se déclarèrent dans toute la garrigue, et un bruit horrible monta jusqu'à eux, comme le son de millions de trompettes. Des démons, pensèrent-ils. Les sentinelles, pourtant les soldats les plus braves et les plus sensés de l'armée romaine, s'enfuirent en désordre. Le jour suivant, les Carthaginois avaient décampé. Quelle avait été l'astuce d'Hannibal? Avait-il vraiment usé de sorcellerie? Non. Il avait fait attacher des faisceaux de brindilles aux cornes des milliers de bœufs qui voyageaient avec ses troupes comme bêtes de trait. On y avait mis le feu, donnant l'impression qu'une vaste armée munie de torches gravissait la montagne. Quand les flammes avaient atteint le cuir des bœufs, ils avaient fui en tous sens, beuglant comme des forcenés et propageant l'incendie au flanc de la montagne. Le succès de cette manœuvre ne s'explique pas que par sa mise en œuvre matérielle, mais aussi par son déroulement insolite qui progressivement terrifia les sentinelles romaines. Impossible d'interpréter cette inquiétante manifestation. Si les soldats avaient pu se l'expliquer, ils seraient restés à leur poste. En situation difficile, acculés et sur la défensive, tentez une expérience simple. Faites quelque chose qui ne puisse s'expliquer ni s'interpréter facilement. Choisissez une action anodine, mais accomplissez-la bizarrement, d'une façon ambiguë qui déstabilise votre adversaire. Ne vous contentez pas de rendre vos intentions imprévisibles, bien que cette tactique puisse aussi se révéler efficace, voire la loi 17. Comme Hannibal, montez un scénario indéchiffrable. Votre comportement semblera insensé, sans rime ni raison. Si vous vous y prenez bien, vous inspirerez la crainte et les sentinelles abandonneront leur poste. Cette tactique est parfois appelée la folie simulée de Hamlet, car Hamlet utilise habilement ce stratagème dans la pièce de Shakespeare pour effrayer son beau-père Claudius par son étrange comportement. Le mystère peut faire apparaître vos forces plus grandes, votre pouvoir plus terrifiant. Image, la danse des voiles, les voiles enveloppant la danseuse. Ce qu'ils révèlent excite, ce qu'ils cachent intrigue. C'est l'essence même du mystère. Autorité, ne pas se déclarer à un continent, c'est le moyen de tenir les esprits en suspens, surtout dans les choses importantes qui font l'objet de l'attente universelle. Cela fait croire qu'il y a du mystère en tout, et le secret excite la vénération. Dans la manière de s'expliquer, on doit éviter de parler trop clairement. Et dans la conversation, il ne faut pas toujours parler à cœur ouvert. Le silence est le sanctuaire de la prudence. Il faut donc imiter le procédé de Dieu, qui tient tous les hommes en suspens. Balthasar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario. Au début de votre ascension vers les sommets, vous devez attirer l'attention à tout prix. Mais au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, il vous faudra constamment vous adapter. Ne lassez pas le public en conservant la même tactique. Un air de mystère aidera considérablement ceux qui ont besoin de développer une aura de puissance, car il les fera remarquer.
Mais leur attitude doit rester sobre et maîtrisée. Mata Hari est allé trop loin avec ses affabulations. Certes, ce fut à tort qu'on l'accusa d'être une espionne, mais ses mensonges l'avaient rendue suspecte. Ne laissez pas le mystère qui vous entoure se transformer lentement en une réputation de fausseté. Il doit davantage ressembler à un jeu, agréable et rassurant. Sachez reconnaître le moment où vous êtes allé trop loin et revenez en arrière. Il y a des moments où le besoin d'attention doit être reporté à plus tard et où le scandale et la notoriété sont à proscrire. L'attention que vous suscitez ne doit jamais offenser ni souiller la réputation de ceux qui sont au-dessus de vous, surtout s'ils sont assurés dans leur position. Cela vous ferait paraître à la fois mesquin et dénué de scrupules. C'est tout un art que de savoir quand se faire remarquer et quand se mettre en retrait. Lola Montez était experte dans l'art d'attirer l'attention. Issue de la classe moyenne irlandaise, elle parvint à devenir la maîtresse de Franz Liszt, puis la maîtresse et conseillère politique du roi Louis de Bavière. Avec l'âge, cependant, elle perdit tout sens de la mesure. En 1850, devait être joué à Londres le Macbeth de Shakespeare, avec le plus grand acteur de l'époque, Charles John Keane, dans le rôle principal. Toute la bonne société anglaise était attendue à la première. Le bruit courait même que la reine Victoria et le prince Albert y feraient une apparition publique. Les conventions de l'époque exigeaient que tout le monde ait pris place avant l'arrivée de la reine. Le public arriva donc un peu plus tôt, et quand la reine entra dans sa loge, les spectateurs, selon l'usage, se levèrent et l'applaudirent. Le couple royal attendit puis salua. Chacun s'assit et l'on tamisa les lumières. Soudain, tous les yeux se tournèrent vers la loge opposée à celle de la reine Victoria. Une femme y pénétrait dans la pénombre. Lola Montez. Elle portait une tiare de diamants sur ses cheveux noirs et un long manteau de fourrure jeté sur ses épaules. Tout le monde se mit à chuchoter lorsque l'hermine glissa pour révéler une robe de velours écarlate largement décolletée. L'auditoire se rendit compte que le couple royal évitait délibérément de regarder vers la loge de celle qui avait eu l'impudence d'arriver après la reine. Chacun suivit l'exemple de Victoria et Lola Montez fut ignorée pour le reste de la soirée. Après cet incident, aucun membre de la bonne société n'osa plus se montrer avec elle. C'en était fini de son magnétisme, les gens la fuyaient. En Angleterre, elle fut rayée du paysage. Ne paraissez jamais trop avide d'attention, car cela révèle une faiblesse qui fait fuir le pouvoir. Comprenez qu'il y a des moments où il n'est pas de votre intérêt d'être le point de mire. En présence d'un roi ou d'une reine, par exemple, ou de leur équivalent, inclinez-vous et effacez-vous. Ne cherchez jamais à rivaliser avec eux.